Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour, l'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat, Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Chantal Joanneau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice UDI de Paris, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France et bien sûr ancienne ministre. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Chantal Joanneau, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. C'est le PSG. Vous avez été ministre des Sports. Ce sont des revenus moyens de 450 000 euros. Un capitaine qui émarge à 1,1 million d'euros. C'est pire qu'avant. Est-ce qu'un joueur, même très bon, mérite ce type de salaire? Vous avez été ministre des Sports, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, j'ai toujours été très réservée sur le sport-spectacle et cette logique événementielle qui maintenant domine le foot. Je l'avais d'ailleurs dénoncé. Force est de constater que c'est une bulle. Est-ce que c'est une bulle? Oui, c'est plutôt une bulle parce que c'est pas le cas dans les autres. C'est pas le cas dans les autres fédérations sportives et dans les autres sports. C'est lié aussi à l'importance médiatique du football. C'est pas le cas pour le foot féminin, qui gagne en moyenne. Alors encore pour le PSG, n'en parlons pas, mais 10 fois moins que le foot masculin, pour des résultats assez médiocres et pour une exemplarité pour le moins médiocre. Le fait qu'on soit obligé de verser une prime éthique de 70 000 euros à Emery pour qu'il ne dise pas de mal de son employeur, c'est franchement pas éthique, non? Ah non, c'est pas éthique, oui. Non, la bonne formule, ce serait effectivement de ne pas le recruter, parce que on ne voit ça nulle part ailleurs. Voilà, nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que je parlais d'exemplarité. Je pense que le sport a une vertu d'exemplarité dans l'ensemble de la société, que c'est à ce titre d'ailleurs qu'on a un ministère des Sports, et que nous, sur ce point-là, on doit être intransigeant. Chantal Joanneau, on va parler de la pollution. Encore une journée de circulation alternée pour Paris, pour la région parisienne. Ça coûte 4 millions d'euros par jour de manque à gagner pour les transports, notamment pour la région Île-de-France. Vous en êtes la deuxième vice-présidente chargée notamment de l'environnement. Est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État de mettre la main à la poche pour vous aider? C'est surtout que ces 4 millions, c'est autant de bus, de rames de train en moins. C'est autant d'investissements en moins pour une mesure dont la Cour des comptes a jugé qu'elle n'était pas très efficace. Donc on va maintenir la gratuité parce qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est le seul moyen de trouver un équilibre avec une circulation alternée qui ne fonctionne pas très bien parce qu'elle n'est pas respectée. Mais néanmoins, la Cour des comptes a dit quand même, il faudra se poser la question de la contribution de l'État à cette gratuité. Et Valérie Pécresse a demandé qu'il y ait un retour d'expérience sur la gratuité pour justement voir avec l'État dans quelle mesure demain l'État pourrait contribuer. Et je pense, je plaide dans cette voie-là. Vous dites qu'on sait que la circulation alternée n'est pas forcément bien respectée. Est-ce que c'est une bonne idée de l'imposer aujourd'hui, jour de grand départ en vacances? Mais on est en pic de pollution, donc on a un arbitrage à faire entre un enjeu sanitaire qui est majeur. Elle est préventive. Oui, mais parce que quand elle intervient trop tard, de toute façon, elle ne sert plus à rien et on maintient le pic de pollution pendant très longtemps. Donc on a un enjeu sanitaire qui est un enjeu majeur. La pollution de l'air tue plus que l'alcool et ça, on l'oublie trop souvent. Et puis effectivement, on a une question entre guillemets sociale. Donc oui, on doit maintenir la circulation alternée parce que c'est la moins mauvaise mesure que l'on ait aujourd'hui. Demain, avec le système de pastilles, on aura un système beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace. Est-ce que vous répondez à ceux qui disent que l'air du métro est plus pollué et que donc la circulation alternée, c'est finalement un pis-aller? Je leur réponds que l'air dans leur propre voiture est beaucoup plus pollué qu'ils ne l'imaginent. Ça, c'est un premier point. Et que deuxièmement, on y passe très peu de temps. Donc la pollution de l'air dans le métro, c'est un sujet pour les gens qui y travaillent. Et nous, d'ailleurs, on finance des expérimentations pour dépolluer l'air du métro. On va y mettre 1 million d'euros l'année prochaine. Mais c'est moins mauvais pour d'aller dans les transports en commun et c'est surtout moins mauvais pour les gens qui les entourent. Dernière question sur ce point, c'est peut-être une question un peu politique, désolé de vous ramener là-dessus, mais est-ce que la région elle a son mot à dire quand il y a une journée de circulation alternée? Oui, bien sûr. Ou est-ce que c'est Anne Hidalgo toute seule qui régente tout? Non, la région est chef de file dans le domaine de la pollution de l'air. C'est la raison pour laquelle on a adopté un plan de lutte contre la pollution de l'air à l'unanimité, on a multiplié par 13 notre budget consacré à l'air entre 2015 et 2017. Alors c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre les bisbilles entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. En fait, il y a une compétence que nous n'avons pas, c'est la compétence sur la circulation. On ne décide pas ce qu'on interdit ou ce qu'on autorise, on ne décide pas le sens des rues. Ça, il n'y a que les villes qui ont cette compétence. François Fillon a présenté son organigramme hier de campagne, il est pléthorique. C'est tous derrière Fillon, y compris vous? C'est un rassemblement. De toute façon, l'objectif, il est assez clair. C'est ni extrême droite, ni gauche.
On ne veut pas du pire dans les deux domaines. Simplement, aujourd'hui, c'est un organigramme de rassemblement. Ça ne veut pas dire qu'on a finalisé les débats, les négociations, et notamment sur le fond, sur l'évolution du projet. On gagne une primaire avec 3 millions de voix. On gagne une élection présidentielle avec au minimum 18 millions de voix. Donc il en reste 15 à sincèrement, 9 élus UDI et pas des moindres, dont Jean-Christophe Lagarde et d'autres, qui se sont maintenant au Conseil stratégique. Ça vous a choqué ou pas? Jean-Christophe Lagarde est en relation avec les élus, donc les relations avec le parti. J'ai eu une très longue discussion avec lui hier soir parce que j'ai trouvé la démarche pour le moins étonnante, puisque je ne voudrais pas que les gens qui nous suivent, nos adhérents, nos sympathisants, pensent que ça y est, la messe est dite, entre guillemets, pardon, et que nous suivons d'un bloc l'ensemble du projet de François Fillon, alors qu'on a des débats qu'on a ouverts, notamment sur la question de l'environnement, qui est la question qui me tient particulièrement à cœur. Mais est-ce que vous voyez justement la présence de ces 9 UDI dans l'organigramme de François Fillon, est-ce que ça ne veut pas dire que la messe est dite? C'est-à-dire il n'y aura pas de discussion programmatique? Il y aura une discussion, on a un Conseil national qui doit justement valider la fin de la discussion programmatique. Et François Fillon, ce Conseil national a lieu le 5 février. Et François Fillon a dit, autant je ne reviendrai pas, et il a raison sur le cœur de son projet, c'est-à-dire la réforme économique et sociale qu'on soutient, autant sur d'autres aspects, il est ouvert à des nouvelles propositions, et notamment dans le domaine de l'environnement. Donc le débat n'est pas fini. Et j'ai été aussi étonnée que vous hier soir. Je n'étais pas très contente d'ailleurs, loin de là. Il n'en reste pas moins vrai que Jean-Christophe Lagarde, en qui j'ai vraiment toute confiance, on fait un super travail ensemble, m'a clairement dit non, ça ne veut pas dire, au contraire, que les discussions sont terminées. Et quel rôle voulez-vous jouer, vous? Moi, je ne souhaite pas être dans l'organigramme parce qu'aujourd'hui, je ne me retrouve pas effectivement dans ce qui est dit dans le domaine de l'environnement, ce qui me tient à cœur. Je soutiens à 100% sur l'économie. On est même plus libéraux nous, que François Fillon, donc on n'a pas d'état d'âme sur ce sujet-là. Moi, je suis dans mon rôle, c'est la contribution de fond. Chantal Joanneau, ça veut dire donc, pour être d'accord, que François Fillon, c'est le candidat naturel de l'UDI? C'est pas le candidat aujourd'hui, pour moi, naturel, mais je préfère François Fillon à tout candidat de la gauche, ça c'est clair. Il y a un moment où vous vous intéressiez à Emmanuel Macron. Hein. Il y a de toute façon des gens de l'UDI qui ont penché plus que fortement vers Emmanuel Macron. Comment vous jugez sa dynamique là? Pour vous, il est plus dans le jeu puisque c'est Fillon. Il a créé une vraie dynamique. Il se passe quelque chose chez Emmanuel Macron, ça c'est une évidence. Maintenant, il y a des jeunes UDI qui ont glissé vers lui. Hein, maintenant, moi j'ai deux soucis fondamentaux avec lui. Le premier souci, c'est que c'est un homme de gauche. Quoi qu'il dise, c'est un homme de gauche. Et il n'a que des soutiens de gauche aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Donc, j'aurais toujours un peu de mal à soutenir quelqu'un qui a mis la France dans cette situation. Et le deuxième élément... Renaud Dutreil n'est pas un homme de gauche. Oui, mais enfin, Renaud Dutreil, ça fait longtemps qu'il n'exerce plus de responsabilité. Il a été ministre de Jacques Chirac. Oui, mais ça date. Il n'a plus d'engagement. Non, je suis désolée. Pas que des gens de gauche. Pardon de parler comme ça, c'est pas très gentil. Mais c'est ce que je pense. Voilà. Et le deuxième élément, c'est que quand on regarde le fond du projet d'Emmanuel Macron, autant sur l'économie, il dit des choses parfois, d'ailleurs certaines choses qui sont très à gauche, hein, sa position sur les 35 heures, c'est plutôt une position de gauche, autant il est clair sur ce sujet-là. Sur le reste, c'est vide. Pardon, mais c'est vide. Sur des sujets régaliens, sur les sujets de politique étrangère, sur les sujets environnementaux, c'est vide. Et donc c'est ça, moi, qui m'embête un peu, c'est que ça fait très, très, très marketing, ça fait très, c'est Montebourg, je crois, qu'il disait, ou non, c'est Mélenchon, candidat des magazines, mais moi, je préfère du fond, du contenu, parce que j'ai beaucoup de divergences avec François Fillon, c'est une évidence sur certains sujets. Mais au moins, c'est un homme qui bosse, qui maîtrise parfaitement ses sujets, qui a des convictions qui sont bien ancrées, et on sait où il va. Et ça, j'aime beaucoup ça, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il y a des électeurs qui ont voté pour Alain Juppé, qui désormais sont séduits par Emmanuel Macron. Il y a même une cellule parlementaire avec à sa tête Jean-Pierre Raffarin qui a été mise en place pour stopper l'hémorragie. Vous dites quoi aux orphelins d'Alain Juppé aujourd'hui ? Aux orphelins d'Alain Juppé, je leur dis, nous, nos électeurs, c'est des gens qui, en général, aiment bien lire les programmes. Ils sont très... je leur dis, regardez en détail ce que l'on vous propose. Regardez en détail ce que l'on vous propose. Il suffit pas... la politique, c'est pas de « tiens, c'est super, il est mignon, il passe bien dans les médias, et puis il hurle fort à la fin des meetings ». C'est quand même un peu plus sérieux que ça. Chantal Joanneau, vous suivez François Fillon par rapport aux relations qu'il faudrait rétablir avec la Russie ?
sur ce terrain-là, quand on voit ce qui se passe à Alep? J'ai pas d'amitié pour Poutine, loin de là. Mais par contre, je pense qu'on a eu tort, en tout cas la France a eu tort de refuser toute discussion avec la Russie et de fait avec l'Iran, parce que de toute façon, on ne pourra pas régler la situation sans ces pays. Pour une raison simple, et les vrais coupables sont peut-être un petit peu par là, c'est que les États-Unis se sont désengagés de ce sujet. Voilà. Et donc, on a, entre guillemets, pas le choix. Donc, du coup, je trouve que tous ceux qui hurlent à la mort, éteignent la tour Eiffel pour dire « Mon Dieu, c'est horrible ce qu'ils font là-bas », ça, c'est du bon sentiment, mais c'est une manière, en fait, de fuir le sujet. Quand François Fillon dit qu'il faudrait mettre Bachar el-Assad autour de la table pour pouvoir discuter avec lui... Là, ça devient difficile. Ça prouve que vraiment, on n'a pas été très bon. Là, vous ne le ça savez prouve pas. Que vraiment, on n'a pas été très bon, pardon. On a créé le bazar là-bas et puis maintenant on en récolte les conséquences. Alors, autre question d'actualité, Manuel Valls qui fait une proposition hier, c'est de supprimer le 49.3. Vous savez, c'est l'article qui permet de passer un petit peu... Je connais bien, je suis parlementaire. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je ne suis pas certain qu'ils le connaissent tous. C'est le moyen de nier l'existence du Parlement. Oui, c'est ça en fait. Et Benoît Hamon, le 49.3 citoyen, il propose. Oui, mais là c'est une blagounette tout ça, quoi. On vient d'apprendre par l'INSEE ce matin que le chiffre de la croissance allait encore être plus bas que prévu, ce qui veut dire qu'on est quand même durablement dans une période de stagflation. On apprend que le chômage, on n'arrive absolument pas à résoudre la question du chômage, qu'on a toujours plus de chômeurs de longue durée. Et la préoccupation de la gauche, c'est de supprimer le 49.3 ou de faire un 49.3 citoyen, on ne sait pas ce que c'est, dans la bouche même de ceux qui l'ont utilisé beaucoup plus que tous les autres gouvernements. Qu'est-ce que ça traduit chez Manuel Valls dans sa façon de faire campagne ? Ça traduit que juste il n'a pas les pieds sur terre, il n'a pas les pieds dans les réalités et qu'il essaye de renier, il essaye de dire je renie ce que j'ai fait avant. C'est pas crédible et ça ne marche jamais comme ça. Ça vous plaît pas le nouveau Manuel Valls ? Il n'est pas crédible. Voilà, moi j'en ai marre de ces politiques qui effectivement, juste pour gagner, vont aller raconter n'importe quoi. Dans les faits, justement, c'est pas possible. Il faudrait modifier la Constitution. Non, mais c'est pas crépi. Et franchement, vous croyez qu'on va perdre du temps à aller modifier la Constitution ? Il n'a qu'à pas l'utiliser. Voilà, c'est assez simple. Vous êtes au gouvernement, il est président de la République, il ne l'utilise pas. Point à la ligne. C'est Chantal Joanneau qui est notre invitée politique ce matin, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, ancienne ministre, sénatrice UDI de Paris. En politique, les femmes s'auto-censurent-elles ? C'est ce qu'a dit sur notre plateau hier Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Elle a dit on s'auto-censure en politique les femmes. Est-ce que vous partagez cette non, moi je ne me censure pas du tout, peut-être pas assez d'ailleurs. Je devrais peut-être m'auto-censurer plus. Ça m'est souvent reproché et je ne correspond pas très bien à quelques codes de la politique. Mais non, après, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui font le choix de s'auto-censurer parce qu'effectivement, la dominante est masculine et qu'elles veulent plaire aux hommes pensant ainsi récupérer... Dans les primaires de la gauche, on vient de voir là. Oui, bon, à droite... Sylvia Pinel. Oui, à droite, Nathalie a réussi à être candidate parce qu'on a été quelques-uns à lui donner nos parrainages pour qu'elle puisse se présenter. Donc c'est un problème commun à beaucoup de partis politiques. Donc, il faut que les femmes, elles cessent justement de se cacher derrière leurs petits doigts et qu'elles prennent un peu de leurs responsabilités aussi.